Bonjour, je m'appelle le docteur Karim et je suis chirurgien. Je le suis depuis maintenant 22 ans. J'ai passé plus de matins que je ne saurais en compter à franchir les portes d'un bloc opératoire avant même que le soleil ne se lève et à n'en ressortir qu'une fois la nuit tombée. J'ai vu la chirurgie accomplir des choses extraordinaires, des situations qui autrefois mettaient fin à des vies et que nous sommes aujourd'hui capables de réparer. C'est précisément pour toutes ces raisons et parce que je connais ce monde de l'intérieur que je ressens le besoin profond de vous confier une réalité que la plupart de mes confrères n'osent pas formuler à voix haute. Il y a 5 interventions chirurgicales que, dans la grande majorité des cas, je ne recommanderais pas à mes propres parents. Non pas parce que ces opérations sont de mauvaises pratiques médicales, non pas parce que la chirurgie n'est pas, parfois, l'unique issue salvatrice, mais parce que j'ai été témoin, bien trop souvent, de ce qui se produit lorsqu'un corps de plus de 65 ans doit affronter certaines procédures chirurgicales dans des conditions d'urgence bien précises. Ce que j'ai appris au fil de ces 2 décennies modifie fondamentalement la manière dont vous devriez envisager votre santé ou celle de vos proches dès aujourd'hui. Je vais prendre le temps de vous détailler ces 5 situations. Je vais vous expliquer exactement pourquoi le risque se multiplie de façon exponentielle après 65 ans, et ce, d'une manière qui n'a absolument rien à voir avec l'apparence de bonne santé d'une personne. Et surtout, je vais vous dire quoi faire à la place. Car la beauté de la médecine préventive, c'est qu'il y a presque toujours une alternative si l'on agit à temps. C'est la conversation intime que j'ai eue avec ma propre famille. Et c'est celle que j'ai avec vous à cet instant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous donner une clé de lecture. Sans cette fondation, ces 5 chirurgies ne prendront pas tout leur sens. Cette clé repose sur un concept médical unique, un concept que l'on n'explique presque jamais aux patients en dehors des revues de recherche scientifique. Ce concept s'appelle la fragilité, ou le syndrome de fragilité. Je vous invite à oublier complètement l'âge qui est inscrit sur votre carte d'identité. La fragilité n'est pas un synonyme de vieillesse. C'est un terme médical qui désigne la réserve de votre corps, son amortisseur biologique, sa capacité intrinsèque à absorber un choc physique massif et à s'en remettre. J'aime utiliser une image simple. Imaginez que votre corps est une batterie. Dans la trentaine, cette batterie est chargée à bloc. Vous pouvez travailler tard, sauter une nuit de sommeil, attraper un virus, manger de façon déséquilibrée pendant une semaine, et votre corps encaisse le tout. Vous rebondissez. Votre réserve est colossale. Mais à mesure que les décennies s'écoulent, cette réserve diminue naturellement. Arrivé au milieu de la soixantaine peut être que cette batterie n'est plus qu'à 60 ou 70% de sa capacité maximale. Et voici le point crucial que je veux que vous entendiez. Une batterie à 60 ou 70% est absolument parfaite pour la vie de tous les jours. Vous marchez, vous cuisinez, vous voyagez en traversant nos belles régions de France, vous vous sentez bien. L'énergie requise au quotidien est tout à fait dans les cordes de ce que votre corps peut fournir. Cependant, une intervention chirurgicale majeure n'est pas une simple dépense d'énergie quotidienne. Une chirurgie lourde, une anesthésie générale, des incisions profondes, le traumatisme physiologique de la cicatrisation. C'est un peu comme brancher une machine industrielle sur une simple prise domestique. La batterie quotidienne gère la vie quotidienne. Le stress chirurgical, lui, appartient à une catégorie totalement différente. Dans un corps qui est déjà à 60% de ses réserves, ce type de drainage peut faire chuter la batterie à zéro. Pensez à la dernière fois où vous avez eu une vraie maladie, pas un simple rhume, mais une vraie grippe qui vous a cloué au lit, le genre où se lever pour aller chercher un verre d'eau ressemblait à une expédition. Votre corps était entièrement accaparé par le combat contre cette infection. Imaginez maintenant que, durant cette même semaine, quelqu'un ait dû vous faire subir une intervention chirurgicale majeure, exigeant de votre corps qu'il combatte, cicatrise et restaure ses fonctions normales en même temps. Le fossé entre la façon dont vous vous sentez un mardi ordinaire et la façon dont votre corps réagit sous un véritable stress chirurgical, c'est cela que mesure la fragilité. Et ce qui rend la chose encore plus complexe, c'est que la fragilité est invisible. Vous ne pouvez pas la deviner simplement en regardant comment une personne se tient ou si elle semble active. Une personne de 72 ans peut être biologiquement très robuste, tandis qu'une personne de 68 ans peut être profondément fragile. Des études menées par de grands instituts de recherche, comme l'INSERM ou les équipes de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, portant sur des centaines de patients âgés opérés, ont démontré que la fragilité prédisait les complications post-opératoires,
les réadmissions à l'hôpital et le placement en soins de longue durée avec une précision bien supérieure à celle de l'âge chronologique seul. L'âge sur le papier ne nous dit presque rien. La réserve de votre corps, elle, nous dit tout. Cela nous amène à la deuxième partie de notre réflexion et c'est celle que je vous demande de retenir par-dessus tout. Le véritable danger, ce n'est presque jamais la chirurgie programmée, c'est la chirurgie d'urgence. Celle qui survient parce qu'un problème qui était tout à fait gérable a été ignoré jusqu'à ce qu'il se transforme en crise aiguë. Permettez-moi une comparaison pour rendre cela plus parlant. Une intervention chirurgicale programmée, c'est comme faire atterrir un avion par une belle journée dégagée, avec le plein de carburant, un équipage reposé et préparé, sur une piste qui a été minutieusement inspectée. Une chirurgie d'urgence, c'est faire atterrir ce même avion en pleine tempête, avec un réservoir presque vide, dans l'obscurité la plus totale, sur une piste que personne n'a eu le temps de vérifier. Les résultats ne sont tout simplement pas comparables. La chirurgie abdominale d'urgence chez les adultes de plus de 65 ans, même chez ceux qui ne sont pas particulièrement fragiles, s'accompagne de taux de mortalité intra-hospitalière qui oscillent entre 7 et 15% selon la procédure. Chez les patients fragiles, la recherche publiée a documenté des chiffres grimpant à 25% et au-delà. Ce n'est pas une abstraction statistique, c'est une personne sur 4. Et si ces chiffres sont si importants, c'est parce que la grande majorité de ce qui finit sur la table d'opération en urgence commence comme quelque chose qui était entièrement maîtrisable. Un problème qui avait une solution planifiable, mais qui a été mis de côté, normalisé ou mis en attente jusqu'à ce que la catastrophe survienne. C'est ce fil conducteur qui relie toutes les chirurgies dont nous allons parler. C'est précisément cette notion d'urgence qui m'amène à vous parler de la première de ces interventions, la colectomie en urgence. Il s'agit du retrait d'une partie ou de la totalité du gros intestin réalisé dans des conditions d'urgence absolue. Laissez-moi vous expliquer comment on en arrive là. En vieillissant, le côlon peut développer des problèmes sérieux. Il y a la diverticulite, ces petites poches qui se forment dans la paroi du côlon, s'enflamment ou se perforent. Il y a le cancer du côlon, qui, dans un nombre significatif de cas, se développe silencieusement pendant des années avant de produire le moindre symptôme suffisamment fort pour pousser quelqu'un à consulter. Je le vois particulièrement chez mes patients masculins, passé la cinquantaine. Il y a souvent cette fierté silencieuse, cette volonté de ne pas déranger son médecin pour des troubles du transit, une tendance à serrer les dents qui peut coûter très cher. Dans un cadre chirurgical programmé et préparé, une résection du côlon réalisée par cœlioscopie, guidée par une caméra à travers de petites incisions, comporte des risques qui sont réels, certes, mais tout à fait gérables. L'équipe médicale peut évaluer le patient, optimiser son état de santé général en amont et choisir le moment idéal. La colectomie en urgence, en revanche, est une toute autre histoire. Lorsqu'un diverticule se rompt ou qu'une tumeur indétectée provoque une occlusion ou une perforation, le contenu intestinal, les bactéries, les déchets se déversent directement dans la cavité abdominale. C'est ce qu'on appelle une péritonite, une infection généralisée qui est fatale sans intervention immédiate. Au moment où le patient franchit les portes des urgences, il est souvent déjà au premier stade du choc septique. Il n'y a aucun temps de préparation. L'abdomen doit être ouvert en urgence, la zone contaminée nettoyée, la section touchée retirée. Pour un corps dont la réserve biologique est déjà entamée, ce n'est plus une agression gérable. C'est un choc quasi catastrophique. Les analyses à grande échelle sur les patients de plus de 65 ans subissant ce type d'intervention en urgence révèlent une mortalité approchant les 6%, dépassant largement les 25% chez les plus fragiles, sans parler des séquelles pour ceux qui survivent. Prenez un instant pour relier cela à votre quotidien. Pensez à la dernière fois où vous avez remarqué un petit dérèglement, une lourdeur, un transit inhabituel que vous avez mis sur le compte du stress, d'un repas trop riche ou simplement du temps qui passe. Les semaines défilent. Cette réaction est humaine, je ne la juge absolument pas. Notre corps s'autorégule si souvent. Mais le cancer du côlon et la maladie diverticulaire ne guérissent pas tout seuls, ils progressent. Et la bonne nouvelle dans tout cela, la véritable lueur d'espoir, c'est la prévention. La coloscopie, recommandée régulièrement à partir de 50 ans en France, permet de visualiser tout le côlon. Les polypes précancéreux peuvent être retirés avant même de devenir une menace. C'est une procédure ambulatoire, sous sédation légère.
Une alimentation riche en fibres à la française mais tournée vers le régime méditerranéen avec moins de charcuteries industrielles associée à 30 minutes de marche quotidienne réduit considérablement ces risques. Si vous notez des changements persistants, du sang, une perte de poids inexpliquée, ne les normalisez pas. Consultez. Dans le même esprit de prévention de l'urgence, il y a une deuxième intervention dont nous devons parler. La réparation en urgence d'un ulcère gastro-duodénal perforé. Un ulcère, c'est fondamentalement une plaie ouverte dans la muqueuse de l'estomac ou de l'intestin grêle. Outre la bactérie Helicobacter pylori, la cause la plus préoccupante chez les adultes plus âgés est l'utilisation chronique d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, les fameux AINS. Je parle de l'ibuprofène, du naproxène, de l'aspirine, souvent pris régulièrement pour apaiser l'arthrose ou les douleurs articulaires. Ces médicaments bloquent les prostaglandines pour réduire l'inflammation. Mais ces mêmes prostaglandines sont essentielles pour maintenir la couche de mucus qui protège votre estomac de sa propre acidité. Avec le temps sans cette protection, l'acide ronge les tissus. Prise à temps, un ulcère se soigne très bien sans chirurgie avec un simple traitement par inhibiteur de la pompe à protons, les IPP, pour réduire l'acidité et parfois des antibiotiques. Le danger mortel survient quand l'ulcère, ignoré, creuse tellement qu'il perfore complètement la paroi de l'estomac. Le liquide acide se déverse dans l'abdomen, provoquant une douleur foudroyante absolue. C'est une péritonite chimique. À partir de ce moment précis, la chirurgie devient la seule option de survie, avec des taux de mortalité à 30 jours grimpant entre 15 et 25% chez les seniors. Je vous invite à ouvrir mentalement votre armoire à pharmacie. Pensez à ce comprimé contre la douleur que vous ou l'un de vos proches prenez machinalement chaque matin. Il est vendu sans ordonnance, il est familier. Pourtant, la prise quotidienne de ces anti-inflammatoires après 65 ans sans un protecteur gastrique prescrit en parallèle crée un risque clinique majeur. La conversation à avoir avec votre médecin traitant est toute simple. Docteur, je prends cet anti-inflammatoire régulièrement. Devrais-je y associer un protecteur pour mon estomac? Cette simple question peut vous éviter de vous retrouver un jour aux urgences dans un état critique. Si l'estomac est souvent victime de nos habitudes, il y a une autre partie de notre anatomie qui souffre en silence avant de crier l'urgence, et c'est ce qui nous conduit à la troisième situation de notre réflexion. La résection de l'intestin grêle en urgence, ou entérectomie, c'est dans l'intestin grêle que votre corps absorbe presque toute sa nutrition. Si son apport sanguin est coupé, les conséquences s'accélèrent à une vitesse fulgurante et les dommages deviennent rapidement irréversibles. Cette obstruction peut venir de tissus cicatriciels d'anciennes opérations, d'une hernie étranglée, ou encore d'un caillot de sang, ce qu'on appelle une ischémie mésentérique. Ce dernier cas est particulièrement fréquent chez les personnes souffrant de troubles cardiovasculaires, d'arythmies ou de problèmes de coagulation. Si une trop grande partie de l'intestin se nécrose et doit être retirée, le patient peut se retrouver avec ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin grêle court, nécessitant une nutrition par voie intraveineuse à vie. C'est un bouleversement irréversible de l'existence. Là encore, faisons le lien avec le quotidien. Face à des crampes d'estomac, des nausées, des vomissements, notre premier réflexe est de penser à une indigestion, à quelque chose qui ne serait pas bien passé. On boit de l'eau, on se repose. Et 9 fois sur 10, c'est la bonne réaction. Mais chez un adulte plus âgé, en particulier s'il a des antécédents de chirurgie abdominale ou des soucis cardiaques, ces mêmes symptômes qui s'éternisent peuvent être les premiers signes d'une occlusion ou d'une ischémie. La différence entre intervenir à 6 heures ou à 48 heures, c'est la différence entre une simple surveillance sous perfusion et la perte définitive d'un organe vital. Je ne dis pas qu'il faut courir aux urgences pour chaque maux de ventre, mais chez un senior présentant des facteurs de risque, une douleur abdominale persistante, surtout accompagnée de vomissements, exige une évaluation médicale. Un simple scanner abdominal peut faire la différence en quelques minutes. Poursuivons avec un quatrième point qui pourrait vous surprendre, car il regroupe deux des opérations les plus courantes au monde, l'appendicectomie et la cholécystectomie, c'est-à-dire le retrait de l'appendice ou de la vésicule biliaire. Ces chirurgies en elles-mêmes ne sont pas d'une grande dangerosité. Ce qui est dangereux, c'est le retard. Le corps vieillissant possède une particularité redoutable. Le système nerveux atténue et modifie les signaux de douleur. Une appendicite chez un jeune adulte est bruyante, douloureuse, évidente. Chez une personne de plus de 65 ans, la douleur peut être diffuse, légère, sans fièvre marquante. On décide alors d'attendre. Et quand on arrive enfin aux urgences, l'appendice a déjà éclaté.
Ce qui aurait dû être une intervention d'1 heure sous cœlioscopie, avec un retour à la maison le lendemain, devient une chirurgie ouverte, lourde, nécessitant un lavage abdominal et des semaines de convalescence éprouvantes. La vésicule biliaire suit exactement le même schéma sournois. La leçon ici est d'une grande humilité. Si vous ressentez une douleur abdominale véritablement nouvelle, qui ne ressemble à rien de connu et qui persiste plus d'une journée, ne misez pas sur l'attente silencieuse à la maison. L'intensité de votre douleur ne reflète peu, être pas la gravité de ce qui se trame à l'intérieur. Une douleur perçue à 4 sur 10 par un senior peut correspondre à une urgence de niveau 7 ou 8 sur le plan biologique. Anticipez, consultez plus tôt, voilà la seule véritable alternative pour sécuriser ces interventions. Enfin, la 5e et dernière situation médicale de notre liste diffère des précédentes. Pour les autres, la règle d'or était de remplacer l'urgence par la planification. Ici, vous ne pouvez souvent pas éviter la chirurgie elle-même. Une fracture de la hanche nécessite une réparation. Une tumeur au poumon, découverte tardivement, nécessite une intervention thoracique. La chirurgie aura lieu. La vraie question n'est pas si, mais dans quel état le patient arrivera sur la table d'opération. Les chiffres doivent être dits avec honnêteté. La mortalité dans l'année qui suit une fracture de la hanche chez les plus de 65 ans est considérable, et beaucoup de ceux qui survivent ne retrouvent jamais leur autonomie d'avant. Une fracture de la hanche n'est pas qu'un simple os cassé, c'est un événement révélateur d'un épuisement physiologique préalable, touchant la densité osseuse, la masse musculaire et l'équilibre. De même, retirer une partie d'un poumon exige des réserves respiratoires immenses pour éviter la pneumonie ou l'embolie en post-opératoire. Imaginez que l'on vous donne une date d'opération dans 6 semaines. La réaction classique est l'attente angoissée. Le système médical classique vous donne une date, une liste de contrôle et vous dit d'être à jeun la veille. Mais que se passerait-il si vous utilisiez ces 6 semaines pour arriver dans une bien meilleure condition biologique? C'est tout le concept de la préhabilitation. C'est l'outil le plus puissant que la médecine moderne peut vous offrir. Voyez cela comme un camp d'entraînement avant l'épreuve physique la plus exigeante de votre année. Cela implique un exercice physique ciblé pour renforcer les muscles qui seront sollicités, une optimisation nutritionnelle, souvent en augmentant drastiquement les protéines pour aider à la cicatrisation future, et une préparation psychologique pour abaisser le cortisol, l'hormone du stress qui ralentit la guérison. En amont, pour prévenir la chute elle-même, une supplémentation en vitamine D autour de 800 à 1000 UI par jour, des exercices d'équilibre et surtout une révision de vos ordonnances avec votre médecin pour traquer les médicaments qui donnent des vertiges sont des actions directes et efficaces. Si une chirurgie majeure se profile pour vous, posez cette question à votre équipe médicale. Que puis-je faire concrètement dans les semaines à venir pour arriver dans les meilleures conditions possibles? Insistez. Cette réponse peut changer tout ce qui se passera après l'opération. Je souhaite clore notre échange d'aujourd'hui sur cette pensée essentielle. Toutes les chirurgies que nous avons abordées partagent la même racine. Ce ne sont pas des échecs de la technique chirurgicale ni de la malchance. Ce sont les conséquences d'un problème qui était gérable et qui est devenu une crise. Un problème qui aurait pu être anticipé mais qui ne l'a pas été. Non par négligence, mais parce que personne n'explique comment les règles du jeu changent après 65 ans. Le bloc opératoire n'est pas votre ennemi. Au bon moment, avec la bonne préparation, la chirurgie est l'un de nos outils les plus formidables pour vous offrir des décennies de vie supplémentaires. Mais elle exige des réserves biologiques. Le retard aggrave tout, le manque de préparation aggrave tout. La bonne nouvelle, c'est que vous avez beaucoup plus de pouvoir sur ces variables que vous ne l'imaginez. Cette coloscopie que vous repoussez, cette question sur vos médicaments que vous n'avez pas osé poser, ce symptôme que vous banalisez en silence, ce ne sont pas des détails. Ce sont les décisions qui écriront la suite de votre histoire. Prenez votre santé en main, non pas par peur, mais par profond respect pour tout le contrôle que vous avez encore sur votre vie. Si ces mots ont résonné en vous aujourd'hui, si cela vous a fait penser à un parent, un ami, n'hésitez pas à lui partager cette réflexion. Non pour l'alarmer, mais pour ouvrir une conversation qui pourrait tout changer. N'hésitez pas non plus à partager vos pensées ou vos expériences dans l'espace des commentaires. Je prends toujours le temps de vous lire et de vous répondre du mieux possible. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces questions de santé avec moi, je vous invite chaleureusement à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains échanges. Prenez grand soin de vous.